Bonjour à tous et à toutes. L'objet de cet enregistrement oral, cette vidéo, sera de vous exposer toute la méthodologie de chaque épreuve du CAPEPS, donc les épreuves écrites et les épreuves orales, afin que vous sortiez de cette vidéo en ayant toutes les clés en main pour pouvoir travailler afin d'accéder au bandeau 3, voire le bandeau 4 dans chaque épreuve. Cet enregistrement oral sera accompagné parfois de photos ou d'images qui permettront de mieux cerner ce que je suis en train de vous dire. Après avoir fait une petite introduction, je vous présenterai l'écrit 1, l'écrit 2, ainsi que les deux épreuves d'admission, et un petit peu on parlera des pratiques également. Cette vidéo-là, actuelle, sera plus particulièrement axée sur les méthodologies des deux écrits. Pour introduire tout ça, donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle David, j'ai passé le CAPEPS en 2017 et l'agrégation externe en 2018, et je me lance maintenant un petit peu plus dans la formation par le biais du site cap-eps.com. C'est d'ailleurs moi ou mon collègue qui vous répond le plus souvent quand vous posez une question dans le chat en bas à droite sur le site. Ce site est également lié avec la chaîne YouTube sur laquelle vous écoutez cette vidéo, donc où il y a plein de vidéos sur les écrits et sur les oraux qui sont publiées petit à petit au cours de l'année chaque fois. Vous l'avez peut-être déjà compris en lisant deux trois articles sur le site, mais j'ai été frappé par la centration presque exclusive dans ma formation, et j'ai l'impression que la plupart des formations font de même, sur les connaissances universitaires, académiques, sur les références, etc. Je n'essaye pas par le biais de ces différents médias de remplacer cette formation, loin de là, je n'ai ni l'envie ni la légitimité de le faire, mais d'apporter un autre regard sur la préparation au CAPEPS. Ce regard met l'accent sur l'assimilation et l'appropriation précoce d'une méthodologie personnelle, sur laquelle vont venir s'imbriquer petit à petit, dans un deuxième temps, les savoirs proposés dans les formations universitaires. Par conséquent, ce que je vous raconte ici est constitué de très peu de savoirs académiques, les seuls étant utilisés à titre d'exemple un petit peu arbitraire. Ensuite, ce qui va être super important, et ça sera votre travail à vous à la suite de cette vidéo, c'est de écrire, écrire, écrire. Bonne écoute et bon courage à vous. Je vais vous parler dans un premier temps de comment réussir ce concours et donc de ma philosophie de préparation aux différentes épreuves. Donc avant de commencer, je voulais vous parler de la logique qu'il faudrait adopter selon moi pour réussir le concours. Mais réussir, c'est quoi? C'est l'avoir, c'est avoir une meilleure note au concours que lors des simulations, avoir 20 sur 20. On va donc voir dans un premier temps comment assurer ses arrières, c'est-à-dire avoir le bandeau 3, c'est-à-dire 10. Ensuite, on se penchera sur comment complexifier le tout pour viser un petit peu plus haut, le 20 sur 20. Donc en premier temps, je vais vous parler du réussir entre 10 et 15, donc le bandeau 3. Pour moi, réussir à atteindre la moyenne, c'est répondre à trois exigences de l'épreuve. Première exigence, c'est répondre à la question, c'est le quoi, on l'appellera. Deuxième exigence, c'est énoncer et analyser les enjeux, c'est le pourquoi. Et ensuite, troisième exigence, ça va être de nuancer, c'est le mais. Donc le quoi, pourquoi et le mais. Je vais maintenant détailler un petit peu ces trois étapes. Donc première étape, c'est répondre à la question, c'est le quoi. On va se poser la question du quoi. Première mise en situation, vous marchez dans la rue tranquillement lorsque quelqu'un vous interpelle. Excusez-moi, bonjour, est-ce que vous avez l'heure s'il vous plaît? Et vous lui répondez, oui, oui, je m'appelle David. On est d'accord, c'est bizarre, et le concours c'est pareil. On vous pose un sujet sur la table, et si vous sortez un devoir qui répond à côté, c'est pas bon. Pour éviter de passer à côté du sujet, on peut s'entraîner à respecter un principe, remettre les termes du sujet mot à mot. Dans la problématique, dans les annonces de partie, dans les annonces d'arguments, dans les conclusions de partie, dans les conclusions d'arguments, dans la conclusion générale, je remets les termes du sujet, c'est-à-dire les différents blocs, le verbe ou le motif articulateur, les mots-clés de la citation, etc. Pour reprendre l'exemple, quelle heure est-il? Je vais répondre, l'heure actuelle est 16h30. J'ai répondu le quoi. C'est l'exemple, c'est comment je vais démontrer ma réponse. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'énoncer et analyser les enjeux. Ça va être le pourquoi. Lorsque j'ai répondu à la question, il faut que j'explique pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Des enjeux sont sous-jacents au quoi à notre réponse. C'est notre rôle alors de soulever ces enjeux, de les mettre au jour, de les expliciter. Pour reprendre l'exemple, quelle heure est-il? Il est 16h30. Et ensuite, je vais répondre les enjeux, le pourquoi. En effet, dans un souci pratique et pour que toute la société ait la même horaire à un moment donné, je peux regarder la montre et vous dire précisément l'heure qu'il est, à savoir 4 heures de l'après-midi passées de 30 minutes. C'est un petit peu dit différemment et c'est expliquer pourquoi je peux répondre ça.
Avec un vrai exemple plus tard, vous verrez réellement que si on s'attache à faire ça, le concours devient une épreuve de mise en forme, de mathématiques, de logique. Troisième étape, ça va être de nuancer. C'est le mais. Mais il ne suffit pas de répondre à la question simplement, il va nous falloir nuancer nos propos afin de dire au jury, c'est comme ça certes, mais pas que ou pas exactement. Donc on peut voir une petite échelle entre le oui et le non, on peut voir que c'est pas toujours blanc ou pas toujours noir, c'est gris, gris clair, gris foncé sur une petite échelle. Voilà, on va pouvoir nuancer notre réponse. Et chaque réponse qu'on va apporter sera un petit peu différente sur ce spectre entre le oui et le non. On n'est donc jamais dans le complètement oui ni dans le complètement non. Par exemple, dans la période sportive de l'histoire de l'EPS, il serait simpliste et même faux de dire que tous les enseignants faisaient des sports de base en EPS. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, quelle heure est-il? Il est 16h30. En effet, pour que toute la société ait la même horaire, etc., etc. Et cetera. Et on peut dire ensuite, cependant, il est nécessaire de souligner l'idée selon laquelle les habitants du monde entier n'ont pas la même heure affichée sur leur montre au même moment. En effet, et là on peut revenir sur les enjeux, le pourquoi, dans un souci économique ou autre, des fuseaux horaires ont dû être créés, etc., etc. On nuance notre réponse. Je vais maintenant vous parler de réussir entre 15 et 20, donc plus dans une optique de bandeau 4. Pour réussir brillamment le concours et viser le bandeau 4, il est attendu du candidat de cerner toute la complexité du sujet. Vous l'aurez donc compris, ce qui est valable pour le bandeau 3, ce qu'on vient de voir, est valable pour le bandeau 4. Mais il faut encore ajouter un peu de complexité à tout cela. Cette complexité, elle va se retrouver, 1, dans la richesse de l'analyse du terme, et 2, principalement dans la richesse des relations entre les différents termes du sujet. Lorsqu'on a commencé à viser cela dans les devoirs, c'était après les vacances de décembre à peu près, j'ai rapidement essayé de rendre cela systématique, de le rendre mathématique. C'est pour cela que je vais pouvoir vous transmettre peut-être plus facilement qu'en vous disant c'est pas assez complexe, il faut apporter plus de complexité. Pour voir à quoi cela ressemble concrètement, vous verrez tout cela durant ce que je suis en train de vous dire, car ma méthode pour retourner le sujet, vous allez voir tout à l'heure, n'était pas la même en écrit 1 et en écrit 2. J'aime bien appeler cela comme ça, de retourner le sujet, étant donné que pour atteindre le bandeau 4, il faut montrer au jury qu'on lit le sujet à travers les lignes, qu'on voit un autre sens au sujet, qui n'est pas forcément explicité. Pour avoir un petit aperçu de cela à quoi pourrait ressembler, si on reprend l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, on a nuancé notre réponse et ensuite on pourra dire aussi, par rapport à l'horaire, il s'agira également de dépasser votre question en considérant l'heure comme plurielle et complexe à l'image de l'heure solaire ou l'heure atomique par exemple, etc., etc., etc. On dépasse le sujet. Si vous répondez cela à quelqu'un dans la rue, il va vous regarder à coup sûr très bizarrement, mais c'est juste pour comprendre la logique. Une question qui revient très souvent est est-ce qu'on va privilégier le cadre méthodologique ou les connaissances? Vous arrivez dans votre formation, vous avez passé l'été à lire l'ouvrage de Travaillot, riche de connaissances, vous vous êtes préparé mentalement à avoir une tonne de fiches bien complètes, et là vous arrivez dans un amphithéâtre avec une multitude de cours magistraux sur lesquels vous allez prendre exemple et préparer vos premiers écrits. Naturellement, et je le comprends, on fonce tête baissée vers l'apprentissage de tout ça. Et oui, si on met pas ça dans la copie, les quelques dizaines de références données par le professeur qui vous corrige, c'est chaud. Donc ouais, je comprends, mais je ne le conseille pas du tout. Allez en cours évidemment, mais gardez ces connaissances pour plus tard, il y en aura quand même besoin. Rappelez-vous qu'on rentre dans un bandeau par la méthodologie, et on grimpe dans le bandeau par les connaissances. Allez, on va commencer sur la méthodologie. Je vais maintenant vous parler des épreuves d'admissibilité, et plus particulièrement dans un premier temps de l'écrit 1, la première épreuve. Qu'est-ce qu'est cette épreuve? Comme une analyse de termes, on va essayer de comprendre et d'analyser quels sont les enjeux de l'épreuve. Son intitulé est le suivant. C'est une dissertation portant sur les fondements socio-historiques et épistémologiques de l'éducation physique et des activités physiques, sportives et artistiques. Les fondements, ça correspond à la fondation, la base sur laquelle va se construire l'EPS et les APSA qu'on peut voir et vivre aujourd'hui. En quelque sorte, on se pose la question, d'où vient-on? D'où vient cette discipline et ces activités que nous avons pratiquées avec telle ou telle forme? Socio-historique et épistémologique, ça correspond à se poser la question de la manière dont s'est construit de toute cette discipline. Comment se sont construits les savoirs? Par quel processus et selon quels enjeux s'est construite cette discipline? Quels déterminants sont venus interférer ou sont venus influencer ce processus? Et ensuite, l'éducation physique et les APSA, celles-ci ont su prendre différentes formes,
revêtir différentes conceptions de l'élève, apprenant, etc. Il s'agira donc d'étudier ces différentes formes et de comprendre les enjeux de leur élaboration respective. Qu'est-ce qu'on attend de moi pour cette épreuve? Comme le dit clairement le programme du CAPEPS, le candidat doit montrer au jury sa capacité à situer son action professionnelle au regard des permanences et des transformations de l'éducation physique, sous l'influence des déterminants internes et externes au système éducatif. Vous devez donc savoir faire cela au niveau des 4 items du programme que vous connaissez. Mais avant de chercher à faire des fiches sur chaque item et pour essayer d'exceller, regardez la méthodologie avant de commencer à faire ces fiches-là. C'est elle qui va vous permettre de rentrer dans le cadre du concours. Donc maintenant, je vais vous exposer la méthodologie. La partie méthodologie s'organisera selon différentes étapes. Premièrement, il s'agira de comprendre le cadre global du brouillon pour ensuite voir comment ne rien oublier dans la copie et répondre au sujet. La partie du brouillon est, selon moi, la plus importante de l'écrit. Normalement, il doit permettre plusieurs choses. 1. Répondre au sujet et aux deux blocs. 2. Complexifier sa réponse au sujet tout en rendant cette complexité simple. 3. Organiser sa réponse au sujet pour faire apparaître des enjeux et structurer sa copie sous la forme d'entonnoir. Et 4. Enfin, à la fin du brouillon, on pose le cerveau, on n'a plus qu'à recopier. Ouais, il faut quand même réfléchir aux tournures de phrases, à la consistance générale, mais le contenu est déjà posé et clairement défini dans le brouillon. De ce fait, du début de l'analyse jusqu'à la rédaction de la problématique, ça fait à peu près 1h30 de brouillon. On va donc voir les 5 étapes de l'analyse permettant d'arriver à atteindre ces différents objectifs. Première étape, ça va être le sens du sujet. Le mot sens ici a deux sens, deux significations. Le premier sens de sens, ça va être la forme, la direction du sujet, ça va être la direction. Pour éviter de faire un hors-sujet, il est important de cerner la manière dont le sujet est construit. Pour cela, j'aimais bien faire un petit schéma entre le bloc 1 et le bloc 2, ou entre les différents blocs qu'il y a, avec le verbe, comme ça on arrive un petit peu à voir la direction du sujet, vers où va nous amener le sujet. Dans le cas où le sujet a plus de deux blocs, pas forcément de motif articulateur ou autre, la logique est la même, il faut dessiner. Par exemple, dans quelle mesure les acteurs de l'EPS répondent à cette problématique, celle de la citation, depuis 1920. Ben, le premier bloc, ça va être les acteurs de l'EPS. Le deuxième bloc, ça va être cette problématique, celle de la citation. Et ensuite, le motif articulateur, ça va être répondre. Donc on va faire un petit schéma entre les acteurs de l'EPS, cette problématique, une flèche qui va de l'un vers l'autre. Et ensuite, au milieu, on mettra le mot répondre. Donc ça, c'était le sens dans le sens de la direction du sujet. On va maintenant parler du sens, c'est-à-dire le fond, la signification, le contenu du sujet. Le sujet sera ou non, selon l'année du concours, composé de deux éléments, d'une citation référenciée et d'une question, c'est la commande. En aucun cas, ces deux éléments doivent être traités séparément. Normalement, si je lis le sujet tel quel sans lire la citation, je ne pourrais pas le comprendre de la même façon que si je lis la question en ayant en tête la citation référencée du dessus. Il faut donc se poser et répondre à la question: qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que le jury veut voir sur ma copie? Ce qu'on peut donc faire, juste après avoir fait ce petit schéma, c'est de se mettre une phrase en nous demandant, en nous écrivant, qu'est-ce que je vais pouvoir marquer dans ma copie qui permettra de répondre au sujet? Qu'est-ce que le sujet attend de moi? La deuxième étape que je vais développer est l'analyse des termes. Là, vous allez vous dire: ah, je vais pouvoir déballer toutes mes connaissances, mes citations, etc. Attention, si vous avez écouté tout à l'heure, euh, vous savez que la méthodologie est la plus importante, mis à part les connaissances, pour accéder au bandeau 3. Donc pour analyser les termes sans tomber dans une juxtaposition de définitions citées, donc qui va correspondre à un bandeau 2 voire bandeau 1, on va suivre trois règles. Pour chaque terme important du sujet, on va 1. Décliner, 2. Rattacher à une référence si on en a une, et 3. Parler des enjeux. Pour décliner, la première étape, c'est selon moi la plus importante car elle permet de cerner toutes les significations du terme en question. Ça marche exactement comme on l'a fait pour le mot sens tout à l'heure. Donc avec ses propres mots, et c'est avec ses propres mots, il faut décliner toutes les significations du terme, quitte à sortir du code de l'EPS ou de l'histoire. Deuxième étape, ça va être rattacher une référence si on en a une. Ce sera la plus petite étape si vous avez compris ma logique.
Pour chaque terme important, il est intéressant de venir alimenter chaque déclinaison, euh, venir alimenter l'analyse de cette citation, des définitions du bloc, avec certaines définitions académiques, des petites connaissances par-ci par-là qu'on a pu piocher dans les livres ou dans les enquêtes. Mais j'insiste, cela vient après la déclinaison avec ses propres mots. Une définition ne vous permettra pas de cerner toute la complexité d'un terme. Et votre réflexion, par contre, elle pourra le faire. Troisième étape, ça va être l'analyse des enjeux. Si vous avez compris la partie de juste avant, donc comment réussir le concours, vous avez vu que la question des enjeux est primordiale. Ici, pour chaque terme ou presque, il va falloir expliciter sous forme d'enjeux ces différentes questions. Pourquoi ce terme est intéressant actuellement, historiquement, pour la discipline? En quoi pose-t-il problème au regard des sujets ou des autres termes? En écrivant, ces enjeux ils peuvent être, par exemple, idéologiques, identitaires, des enjeux de pouvoir, des enjeux axiologiques, des enjeux de représentativité culturelle, par exemple, des enjeux sociaux, etc., etc. Je vais mettre l'accent maintenant sur un terme qui sera retrouvé sûrement très souvent dans les sujets, c'est le terme EPS. Si le terme EPS apparaît dans un sujet, et ce sera sûrement le cas, il faudra l'analyser assez efficacement. En ce qui concerne notre analyse, quand nous la faisions, une des astuces qui nous permettait d'avoir le bandeau 4 quasiment à chaque écrit résidait dans l'analyse du terme EPS, du coup, si celui-ci était présent, mais dans la mesure où des fois il n'est pas présent, il faudra quand même en parler. Je m'explique. Quand on lit cette question, en quoi l'EPS est-elle légitime au sein de l'école? Si on s'est réduit à analyser l'EPS comme un gros bloc général dans lequel on va fourrer tous nos arguments, on risque de faire deux choses. Premièrement, de personnifier l'EPS, mais surtout de confondre tout ce qui relève des textes officiels, des politiques éducatives, des pratiques professionnelles, différentes conceptions de l'EPS, etc. Ce qu'on va donc faire, c'est chercher à analyser l'EPS en essayant de prendre l'habitude de l'apercevoir selon trois dimensions, trois lieux, trois niveaux d'analyse. On distinguera l'EPS 1 institutionnel, 2 l'EPS professionnel et 3 l'EPS conceptuel. L'EPS institutionnel, ça correspond à l'EPS au niveau de ses textes officiels, de ses classifications d'APSA, des objectifs, des publics en EPS, des arrêtés, des évaluations, les savoirs à enseigner, etc. etc. L'EPS professionnel, ça correspond à l'EPS au niveau de la pédagogie employée, des formes de groupement, la relation entre l'enseignant et l'élève, le degré de liberté des élèves, mais aussi les contenus qui sont dispensés, réellement dispensés, et les absents réellement enseignés. Donc, ce qui se fait concrètement sur le terrain. Le PS conceptuel, elle, va correspondre à toutes les conceptions qui gravitent, qui tournent autour de l'EPS. Ce sont les différents acteurs qui pensent une nouvelle EPS, une nouvelle relation pédagogique, une nouvelle conception de l'élève apprenant, de l'enfant, etc. Relisez maintenant cette question. En quoi l'EPS est légitime au sein de l'école? Si on considère l'EPS comme les trois niveaux vus juste maintenant, on ne répondra pas de la même manière que si on se place au niveau institutionnel, professionnel ou conceptuel, et les enjeux ne seront pas du tout les mêmes. Du coup, ça nous permet rapidement de donner la complexité au sujet et de viser peut-être le bandeau code. La troisième étape, ça va être l'argumentation. Et là, on va utiliser un tableau qui nous permettait de bien structurer notre pensée. C'est l'étape la plus importante selon moi. En effet, elle permet d'articuler toute la complexité qu'on a pu développer dans l'analyse des termes et de leur interrelation. Tout cela, vous avez déjà une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous explique comment vraiment utiliser ce tableau. Donc je vais quand même revenir sur les différentes étapes, mais si vous voulez un petit peu plus de détails, vous pouvez aller voir cette vidéo. Pour articuler toutes ces analyses, on va utiliser donc ce tableau, celui qu'on peut voir dans la vidéo dont je vous ai parlé. Dans ce tableau, on peut voir qu'il y a trois colonnes. Les deux qui se trouvent à gauche et à droite sont des colonnes où nous occuperons les deux gros blocs du sujet. La colonne du milieu, c'est celle où nous occuperons du verbe et du motif articulateur. La première étape est de marquer les blocs dans leurs cases respectives, en haut et à gauche et en haut à droite du coup, pour que ça corresponde aux deux colonnes. Souvent le PS revient dans un des deux blocs et il convient de placer le PS sur la colonne de gauche pour avoir un repère, que vous verrez pourquoi par la suite, hein, mais pour avoir un repère. Si le sujet présente plus de deux blocs, on pourra mettre les deux blocs, les deux autres blocs du deuxième bloc,
dans la colonne de droite, et le PS à gauche par exemple. Lorsqu'on a fait cela, il convient de noter les analyseurs des blocs correspondant juste en dessous de ces derniers. Par exemple, si mon bloc à gauche est l'EPS, je noterai juste en dessous les textes officiels, les pratiques enseignantes et les concepteurs, les acteurs. Tout cela, ça permettra de ne pas se tromper juste après et de ne pas en oublier certains. En ce qui concerne les lignes du tableau, elles vont nous permettre deux choses. La première est de différencier les différentes périodes et parties. La deuxième est de différencier au sein de chaque partie les différents analyseurs du bloc et donc les différents arguments, si on considère, ce que je pense mieux, qu'un argument correspond à un analyseur. Je pense qu'il est bien et raisonnable de faire deux arguments par partie, donc de faire soit trois parties avec deux arguments, soit on peut aussi faire deux parties avec trois arguments. Cela va nous obliger et nous permettre par la suite de caractériser le bloc selon deux indicateurs retenus dans chaque période. Ainsi, dans la première période, par exemple, le PS est comme ça au niveau du premier indicateur, par exemple les textes officiels, et comme ça au niveau du deuxième indicateur. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que le bloc de la colonne de droite? À quoi il va correspondre dans cette partie qui est étudiée? Et ensuite, c'est là que la magie va opérer. On va regarder dans chaque période ce qui match ou ce qui ne match pas. Autrement dit, à chaque période, on va regarder ce qui renvoie à la même idée à gauche et à droite. Si le PS au niveau des textes et des pratiques est sportif, par exemple, donc là on s'en fiche un petit peu du contenu, mais c'est pour la forme, il faut essayer de voir si dans l'autre colonne, juste en face, dans la même partie, on voit la même chose. Si on ne trouve pas la même chose, c'est pas grave, tu verras plus tard. Ceci va nous permettre de répondre à la question. Si les deux colonnes, à gauche et à droite, s'accordent en tout point, on dira que le bloc 1 répond bien ou totalement, si le verbe du milieu est répondre, au bloc 2. Si au contraire on n'arrive pas à trouver de correspondance entre les deux, pas de panique, on dira juste que ce n'est pas vérifié, donc que le bloc 1 ne répond pas au bloc 2. Il arrive aussi que un des deux analyseurs du bloc 1, par exemple, réponde au bloc 2 et que l'autre ne réponde pas au bloc 2. Là, il ne faut pas paniquer, il faudra juste dire que le bloc 1 répond partiellement au bloc 2. Le but étant que chaque partie réponde de manière différente au sujet. Il est même mieux d'avoir une relation qui est vérifiée différemment dans chaque partie. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui répond, une partie qui répond partiellement, et une partie qui répond pas du tout. Si c'est le verbe du milieu, du sujet, et répondre évidemment. Si le verbe est autre, on parlera d'un autre verbe. Tout cela résulte en une rédaction dans la colonne du milieu de l'annonce de partie, associée à la caractérisation du verbe. Cette caractérisation se fait en nature et en intensité. Par exemple, dans cette partie de ta à ta, donc on dira les bornes, le bloc 1 répondra, si le verbe est répondre, de manière totale, partielle ou nulle, selon ce qu'on a dit avant, au bloc 2. Pour ce qui est du contenu des cases, donc à gauche et à droite, il va falloir analyser, pour chaque analyseur, répondre à la logique du quoi, pourquoi, mais. Pour cela, je vous laisse regarder la vidéo qui est associée à ce tableau magique, donc la vidéo dédiée à ça sur la chaîne YouTube, parce qu'on montre directement avec le tableau sous les yeux comment faire concrètement. Donc ça sera beaucoup plus facile de comprendre. En tout cas, la logique du tableau, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'avoir trois parties qui répondent distinctement à la question. Je vais passer directement à la quatrième étape de l'introduction, du brouillon, pardon, c'est la problématique. Si vous avez compris la logique de l'élaboration des annonces de parties, avec en résumant les quoi, pourquoi et mais de chaque argument, euh, tu sais déjà faire une problématique. En effet, on a cette logique entonnoir où chaque fois, la partie quoi répond clairement au sujet avec les mêmes termes. Bloc 1, bloc 2, verbe, etc. De ce fait, l'annonce de partie, de la partie 1 par exemple, va synthétiser l'annonce de l'argument 1 et l'annonce de l'argument 2. La partie 2, l'annonce de la partie 2 va synthétiser l'annonce de l'argument 1 et de l'argument 2 de la partie 2. Et l'annonce de la partie 3 va synthétiser les deux annonces d'arguments de la partie 3. La problématique, elle, va synthétiser les annonces de partie 1, de partie 2 et de partie 3, chaque fois dans les trois logiques de quoi, pourquoi et mais. Le quoi de la problématique va synthétiser le quoi des trois parties, le pourquoi de la problématique va synthétiser les pourquoi des trois parties, et le mais de la problématique va synthétiser le mais des trois parties, en gros. Ça c'est en théorie, ensuite quand vous vous approprierez cette méthodologie, ça changera sûrement un petit peu et c'est normal.
La problématique est donc très rapide à élaborer, il faut juste trouver les mots, mais les idées sont déjà là, toutes prêtes. La forme de la problématique est donc la suivante. Donc dans la première phrase, on dira nous montrerons dans ce devoir que le bloc 1, ensuite on qualifiera le verbe par rapport au bloc 2, et dire si la citation est vérifiée ou non. Dans la deuxième phrase, on dira en effet, pour répondre à des enjeux tant ça que on analyse un petit peu les enjeux qu'on a dit dans les parties. Dans la troisième phrase, on va dire que néanmoins, il s'agira de montrer que et là on vient nuancer. Pour voir un exemple concret avec un vrai sujet, etc., vous pouvez toujours aller voir nos copies sur le site cap-eps.com. On a toutes les copies du CAPEPS, on en a même corrigé certaines de d'autres étudiants qu'on a mis. Donc vous pouvez très bien voir ces exemples-là. Pour parler très rapidement du bandeau 4, pour le viser, il s'agira d'apprendre à retourner le sujet. Pour cela, il convient de prendre le sens initial du sujet, de l'inverser, pour ouvrir la réflexion sur une autre dimension. Il faut plus que quelques phrases pour vous expliquer cela, donc peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. La cinquième et la dernière étape du brouillon est le rangement du brouillon. Parce qu'un brouillon qui n'est pas rangé sera complètement désorganisé et votre propos il ne sera pas du tout clair. Quand vous avez toutes les étapes précédentes de fait, la problématique, rédiger, etc., il va falloir organiser le brouillon avant de rédiger son introduction en propre. En effet, si on rédige l'introduction dans un ordre qu'on a fait au brouillon, cela va donner quelque chose de très superficiel et juxtaposé. Pour cela, vous allez prendre votre surligneur, et ensuite, quand on a le brouillon devant les yeux, vous allez prendre la partie analyse des termes, qui faisait souvent, pour nous, 2 pages recto à peu près. De là, on a normalement toutes les déclinaisons de termes et les enjeux associés devant soi. Il va falloir numéroter les idées dans l'ordre de rédaction de son introduction. Ceci a pour objectif de créer de la relation et éviter la juxtaposition de différents termes. Il faut qu'en lisant l'introduction, tout découle et soit naturel à lire. On peut commencer l'introduction, le petit 1, par le thème le plus important, le thème principal du sujet, pour ensuite proposer un ordre qui fonctionne bien, qui accompagne le correcteur dans la réflexion. Il faut vraiment numéroter sur le côté, dans la marge, petit 1, ensuite le petit 2 qui va aller vers un autre terme, par exemple, qui va faire penser à un autre terme ensuite, au verbe du sujet, par exemple, qui va revenir au premier terme, etc., etc. Il faut que tout découle. Ensuite, je vais vous montrer comment organiser la copie quand on a terminé le brouillon. Euh, il est souvent compliqué, surtout en début de formation, de structurer la copie. Combien de lignes sauter? Est-ce qu'il faut en sauter? Est-ce que on va donner euh, quel ordre on va donner à tous ces éléments dans le devoir? Pour vous montrer tout ça, je vais vous proposer une structure. Donc, je vais vous montrer différentes captures d'écran de cette structure-là. Vous pouvez très bien mettre sur pause pour prendre des captures vous-même et comme ça, vous l'aurez tout seul. Et je vais rapidement vous la commenter. Dans cette structure-là, j'ai mis quelques connaissances, on s'affiche un petit peu, mais c'est juste pour voir quelles références nous on mettait tout le temps. Si vous arrivez à faire les liens avec l'analyse, c'est très bien. Sinon, vous pouvez laisser de côté, c'est juste la forme qui va être intéressante ici. Pour l'accroche, il s'agit de parler d'un enjeu actuel de l'EPS, donc pour les clients. Qu'est-ce que la citation et le sujet va poser comme problème? Regardez aujourd'hui. Et ensuite revenir au sujet en se demandant, il s'agira donc dans ce devoir de se demander et répéter le sujet. On reviendra à la ligne ensuite, ou on sautera même une ligne, pour commencer l'analyse des termes. On va analyser le bloc 1 avec les déclinaisons, etc. Parler des enjeux bien chaque fois. Analyser le bloc 2, voilà, en essayant de faire les liens les plus fluides possibles. Donc voilà, ça peut ne pas être linéaire comme ça, mais on va essayer de lier toutes ces définitions-là. Ensuite, il ne faudra pas oublier d'analyser le motif articulateur du verbe, d'analyser également le PS au niveau de ces 3 définitions institutionnelles, professionnelles et conceptuelles, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite terminer par les questionnements, ou mettre les questionnements pendant l'analyse. Et ça, c'est assez intéressant aussi parce que les questions viennent dans le flux, la fluidité de l'analyse. Et ça, c'est le mieux possible. Après, si on n'arrive pas à faire ça, on peut très bien mettre aussi les questionnements à la fin de l'analyse, juste avant la problématique. Donc après les questionnements, problématique, avec le quoi, le pourquoi, le mais, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on viendra sauter quelques lignes pour proposer l'annonce de plan avant de commencer notre développement.
Pour le développement, je conseille souvent de faire 6 arguments en tout, donc 3 fois 2 arguments ou 2 fois 3 arguments. Et ensuite, dans chaque partie, il s'agira de annoncer la partie, de répondre à la partie avec des enjeux, de proposer notre premier argument en l'introduisant, en le concluant, de proposer notre deuxième argument en l'introduisant et en le concluant, de conclure la première partie, de sauter une ligne et de faire pareil pour chaque partie. Ensuite, pour finir la conclusion, il s'agira de répondre à la question, enfin de reprendre la question, pardon. Nous étions demandé si ou comment, enfin, on reprend le sujet, de reprendre la problématique, de reprendre rapidement la conclusion des trois parties si on a le temps, et ensuite proposer une ouverture. Attention, la trame que je viens de vous dire ici, c'était la mienne, concrètement, donc je l'ai construite, je me suis appropriée, on peut le voir dans les copies, hein, vous regarderez les copies qu'on vous a partagées. C'est quasiment toujours la même musique, la même histoire, la même forme. On peut utiliser comme un premier cadre si vous voulez, mais dans tous les cas, si vous ne la modifiez pas, ça va poser problème. Ça va pas être la vôtre, donc elle changera sûrement un petit peu, voire beaucoup, et ça sera super parce que ça sera la vôtre et vous saurez vous l'utiliser. Donc ça se constitue juste une base de travail, ce que je vous propose ici. Et pour pouvoir vous l'approprier, ce qui va être super important, c'est d'écrire, de réécrire, de l'essayer, de la réessayer, etc. Donc maintenant, il faut prendre un stylo, écrire et commencer à rédiger. En ce qui concerne le bilan timing du devoir complet, on va dire, durant les 5 heures, nous on mettait 1h30 de brouillon, 1 heure d'introduction, 2 heures pour l'argumentation, donc à peu près 40 minutes par partie, donc 15 minutes à peu près par argument, le temps de conclure, d'introduire tout ça, voilà, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite 30 minutes pour conclure, relire, parce qu'il faut faire l'effort de relire. Voilà, donc voilà, c'était à peu près le timing qu'on avait. Si vous utilisez plus de 1h30 pour l'introduction, ça va être compliqué. 2 heures, c'est assez long. Ça ne laisse que 3 heures pour rédiger l'introduction, pour rédiger 3 parties, une conclusion, relire, etc. C'est trop. Donc 2 heures, il faut vraiment se bouger un petit peu après pour être dans les temps. Avant de passer à l'élaboration des fiches, je vous conseille de lire au moins une copie qu'on vous a partagée sur le site. Donc voilà, si vous ne les trouvez pas, vous pouvez aussi nous demander sur le site, dans le chat en bas à droite. Concernant la constitution des fiches chronothématiques, nous on faisait souvent. Combien d'entre nous ont déjà fait une fiche pour ensuite se dire, ok, bon, j'ai juste recopié le cours, ou bien simplement ranger cette fiche confortablement dans une armoire pour ne jamais la ressortir avant d'en faire une autre mieux. Pour construire des fiches qui sont utiles en perdant le moins de temps possible, je vais vous donner 3 conseils. 1, ça va être partir du besoin. 2, c'est commencer par la méthode. Et 3, c'est se penser ensuite sur les contenus. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Partir du besoin, c'est se poser la question de quoi on a besoin pour passer le CAPEPS. Donc la première réponse possible, ce serait avoir un maximum de connaissances pour piocher dedans lors d'un écrit. Et réponse numéro 2, ça va être d'avoir un cadre méthodologique s'adaptant à tous les sujets. En fait, les deux réponses sont possibles, mais moi, il me semble qu'elles soient complémentaires, mais aussi que B, donc le cadre méthodologique, devrait selon moi être privilégié par rapport à la première réponse, donc c'est-à-dire avoir un maximum de connaissances possibles, du moins en début d'année. En effet, peu importe l'activité que vous pourrez faire dans l'année, lecture d'ouvrages, fiches, écrit blanc, etc., celle-ci doit être orientée et guidée par une intention, par un cadre et un filtre. Donc autant ne pas perdre de temps à piocher dans des informations qui ne serviront à rien et commencer direct à réfléchir au cadre. Donc lequel de cadre, c'est ça qui va être super important, c'est selon nous, ça va être le cadre du quoi, pourquoi, aimer. Donc on va utiliser un petit tableau où ces 3 points seront présents. Je pourrais vous mettre une capture d'écran d'une fiche par exemple. Dans le quoi, on va utiliser un exemple qui va venir illustrer notre argument de partie, qui va venir prouver ce que l'on dit en 1 ou 2 exemples maximum, plus des références si on en a. Le pourquoi, la deuxième colonne, ça va apporter des éléments permettant de justifier cette idée, justifier le quoi, au regard du contexte politique, économique, social, etc. Et en gros, parler des enjeux. Le mais, donc la troisième colonne, ça va être pour nuancer cette idée avec une autre idée qui apporte une précision sur le quoi, qui la colore de manière plus nuancée. Par exemple, les acteurs, les actrices de l'EPS qui divergent sur certaines idées, etc. Cela nous amène à penser que les fiches
devrait reprendre cette forme pour chaque partie et chaque argument. Des tableaux à double entrée me paraissent du coup être le plus judicieux avec les colonnes quoi pour quoi mais et en ligne chaque argument qu'on va pouvoir donner pour chaque partie. Le politique, le terrain, les acteurs, donc institutionnel, professionnel et conceptuel. Enfin, ce sera le point le plus important pour pouvoir économiser son temps et sa mémoire, le contenu des fiches. Et pour cela, je mettrai l'accent sur trois mots-clés. Ça va être épurer, recouper et assimiler. Dans épurer, ça va être comme vu, les connaissances ne sont pas le point le plus important d'un argumentaire. Elles permettent juste d'illustrer la réponse à la question. Il suffit donc de répondre clairement à la question dans l'annonce d'argument en utilisant bêtement les deux blocs et le verbe du sujet, et de venir proposer un exemple, le quoi. La quantité de connaissances en termes de lignes doit être restreinte, sinon on risque un écrit lourd et incohérent. Donc un ou deux exemples de quoi dans la fiche, la part de justification quant à elle peut être un petit peu plus longue. Ensuite recouper dans différents thèmes qui contiennent à chaque fois 3-4 périodes, donc 3-4 tableaux si vous avez suivi. Il est plus ergonomique de reprendre les mêmes connaissances en les modelant, en leur donnant une couleur différente. Reprendre une connaissance dans différentes fiches thèmes pourra avoir deux intérêts. Le premier étant de facilement s'en rappeler à force de la lire, le deuxième étant d'avoir des regards différents sur la même connaissance, apportant une complexité et une pertinence aux propos. Et troisième mot-clé, c'est assimiler. Il ne suffit pas de faire les fiches, il est nécessaire de les modeler, de les tester, de les assimiler, de les remodifier, etc. Elles peuvent en effet changer jusqu'au dernier jour des révisions avec les écrits. Pour les assimiler, il faut que écrire. Et surtout réécrire ces fiches pour pouvoir voir ce qu'on arrive à retenir plus facilement, ce qu'on arrive à formuler, etc. Se relire les uns les autres peut aussi aider à avoir un retour objectif sur l'écrit. Comment utiliser tout ça, les fiches et la méthodologie? En d'autres termes, comment utiliser la méthodologie et les différentes fiches des différents axes pour répondre au sujet? Les fiches vont être utiles à condition que vous ne les réutilisiez pas telles quelles. On va donc essayer de se poser la question, pourquoi donc est-ce que j'ai fait ces fiches? Ces fiches vont te servir surtout à avoir une banque de données organisée. Ça va être un moyen beaucoup plus simple pour les apprendre et pour comprendre la logique d'argumentation. Lors d'un écrit, il est super rare de tomber sur qu'un seul item du programme et donc remettre sa fiche telle quelle. Ainsi, les fiches étant par item, on ne va pas réciter la fiche, mais s'en inspirer et venir la croiser avec différentes connaissances d'autres fiches. Pour réussir à faire cela, il est important de faire deux choses. La première est de s'entraîner à trouver des arguments en croisant différents sujets. Et la deuxième est d'écrire pour essayer de formaliser ces arguments, de vraiment les écrire pour rendre ta base de données adaptable et pas unique à des sujets ciblant qu'un seul item. Concernant le premier point, donc trouver des arguments en croisant différents sujets, on peut faire le jeu de mettre un tableau de double entrée en prenant 10 minutes chacun et chacun de son côté essayer de remplir ce tableau en croisant différents items. Donc en ligne, mettre les différents items, pareil en colonne, comme une fiche de poule en EPS, et essayer de mettre des arguments dans la croisée de deux items, pour essayer de mettre des arguments qui sont le plus utilisables dans le plus d'items possible. Lorsque vous avez fini, vous comparez, réfléchissez, modifiez, et cet exercice il est super intéressant pour réussir à croiser les items et à bien utiliser des arguments qui sont vraiment très efficaces. Concernant le deuxième point, c'est-à-dire d'essayer d'écrire pour formaliser ces arguments, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, l'écriture c'est le plus important. En effet, les écrits que tu vas faire vont être un moment où tu vas tester tes arguments et tes fiches. C'est donc normal que tu ne sois pas satisfait directement, aussi normal que cet exercice soit dur, qu'on n'arrive pas forcément à trouver des arguments, à les adapter au sujet. Donc la seule chose à faire, c'est de reprendre tes copies ou tes tests d'arguments avec un sujet et de réécrire certains passages en prenant en compte les remarques ou en essayant de bien croiser les différents items que le sujet mobilise. Encore une fois, c'est un exercice pénible, mais c'est en se mettant un petit peu dans le dur et en se remettant en question qu'on progresse. Donc voilà, il faut écrire, réécrire, modifier, se remettre en question. Si vous avez des questions sur tout l'écrit 1, vous pouvez me poser les questions soit dans les commentaires, soit sur le site internet, comme je vous le disais dans le chat en bas à droite. Il n'y a pas de souci. Je vais maintenant vous parler de la deuxième épreuve d'admissibilité, l'écrit 2. Donc qu'est-ce que c'est cette épreuve? C'est une dissertation ou étude de cas à partir de documents portant sur l'enseignement de l'EPS dans le second degré. Ça, c'est le programme. Donc, on va essayer d'analyser comme l'écrit tout à l'heure. Le document, ça signifie que cette épreuve va toujours être
La réponse à un sujet, une commande, une question. Mais il va plus loin que la simple question. En effet, comme en écrivant, la question est précédée d'une citation. Si on ne répond pas à la citation, on est hors sujet. Ici, c'est pareil. Si je ne prends pas en compte le contexte dans chaque argument, ça va être difficile de passer le bandeau 2. L'enseignement de l'EPS, c'est au final, on est ici pour parler d'enseignement, de montrer qu'on peut être un bon enseignant. Mais c'est quoi enseigner? Enseigner, c'est transmettre quelque chose, un savoir-faire, un savoir-être. Donc si dans chaque argument vos élèves n'apprennent pas, c'est pas bon. Chaque argument est censé parler d'apprentissage, de ce que les élèves vont avoir de transformé après avoir vécu l'idée de votre argument. Comme le dit clairement le programme du CAPEPS, le candidat doit montrer au jury sa capacité à mobiliser les connaissances scientifiques, technologiques et professionnelles nécessaires à la compréhension des conditions d'enseignement et d'apprentissage requises pour favoriser les acquisitions des élèves dans le cadre d'une mise en œuvre des programmes d'éducation physique et sportive dans les établissements du second degré. Donc en plus de ce que nous venons de dire, il faut montrer que ces élèves de ce contexte apprennent. Et il faut justifier tout cela notamment au regard de connaissances théoriques mais aussi institutionnelles. Tout cela est à faire du coup au regard des 4 items que vous connaissez. Pareil que pour l'écrire, avant de commencer à chercher à faire des fiches, on va regarder la méthodologie. C'est elle qui va permettre de rentrer dans le cadre du concours. Comme tout à l'heure, pour la méthodologie, on va commencer par voir comment organiser son brouillon. Comme en écrit un, le brouillon va être super important. Par conséquent, il doit aussi répondre à plusieurs choses. Répondre au sujet, aux 2 blocs, complexifier sa réponse au sujet tout en rendant cette complicité simple, et organiser sa réponse au sujet pour faire apparaître les enjeux et structurer sa copie sur la forme entonnoir. De la même manière, du début de l'analyse jusqu'à la rédaction de la problématique, cela fait environ 1h30 de brouillon. On va donc voir ou revoir les 5 étapes de l'analyse permettant d'arriver à atteindre ces différents objectifs. Donc en premier, on va parler du sens du sujet. De même comme en écrit 1 ou comme dans les différents oraux, pour pouvoir avoir au moins la moyenne, il faut répondre au sujet. Ça paraît bête, mais encore une fois, ne répond pas il fait beau à la question quelle heure est-il. Donc il s'agit dans un premier temps de comprendre la question et de ne pas faire de fausses représentations du sujet. On va donc le délimiter. Le sujet d'écrit 2 présente plusieurs parties, en tout cas c'était le programme de 2019. Une phrase introductive qui peut être une citation d'auteur, de texte, etc. Un sujet, une question, et aussi un ensemble de documents précisant le contexte dans lequel nous devrons répondre à la question. Le sens du sujet, ça correspond donc à la signification de chacune de ces 3 composantes, mais également de la relation qu'elles entretiennent entre elles. Ainsi, si la question du sujet présente un certain sens, une direction, le bloc 1 vers le bloc 2 par exemple, en faisant un petit schéma, comme on a pu le voir dans le sens du sujet en écrivant, il a aussi une signification qui ne peut absolument pas être cernée si on lit la question seule. Le sujet, c'est donc là où les relations entre la question, la citation et le contexte dans lequel on se place. Si je prends un exemple, si la question fait référence à la responsabilisation des élèves, on peut partir dans tous les sens dans notre argumentation. Par contre, si on lit la citation du dessus qui, celle-ci, fait référence à l'importance de la mise en projet dans le processus d'apprentissage, on sait qu'il va falloir resserrer notre réponse sur cet aspect-là de la responsabilisation qui est celui de la mise en projet. En plus de ça, nous aurons différentes informations dans le dossier. Ce dossier, nous n'allons pas le lire de manière brute. Il faudra le lire en ayant un regard critique sur la responsabilisation et plus particulièrement sur la mise en projet des élèves. Certains élèves vont, entre autres, avoir du mal à se connaître, à émettre un projet adapté à leur capacité. C'est d'ailleurs peut-être un axe du projet d'établissement, par exemple, etc. Mais également, peut être aussi au niveau social de la responsabilisation. Certains auront certainement des difficultés à prendre en charge des rôles sociaux, par exemple. Il faudra relever toutes ces informations pour, d'une part, complexifier l'analyse du terme de responsabilisation, et d'autre part, à avoir plus de matière lorsqu'il s'agira d'argumenter à ce sujet. Le sujet est donc loin de s'arrêter à la question. Si on ne rentre pas dans le contexte d'établissement et de la citation, dès la compréhension du sens du sujet, on ne comprendra pas le sens réel de la question. Deuxième étape, l'analyse des termes. La particularité de l'écrit 2 est le fait qu'il y a un fort ancrage théorique et institutionnel. Par conséquent, il va falloir rattacher les termes à cet ancrage. Nous allons faire ça comme en écrit 1, en déclinant les termes, en rattachant une référence, puis en précisant les enjeux inhérents à ces termes. Donc première étape, ça va être de décliner. 1 avec vos propres mots, il faut décliner
toutes les significations du terme, même si on sort un petit peu de l'EPS, de l'établissement, de la classe. Par exemple, la réussite. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que dans la vie de tous les jours, on va dire, ben, là j'ai réussi? On peut parler donc de la réussite professionnelle, personnelle, je me suis fixé un objectif par exemple, j'ai gagné ma compétition de sport du week-end, etc. Mais ensuite on peut aussi recentrer sur l'école, une réussite scolaire à plusieurs, gagner un match, réussir socialement, je me fais des amis. Ensuite, quand on a bien décliné, on peut spécifier les définitions en fonction du contexte et de la citation, comme vu avant. Deuxième étape, c'est rattacher une référence si on en a une. Là, c'est pas le plus important, mais c'est bien de rattacher une référence. On l'a vu, l'écrit 2 a une valence institutionnelle et scientifique actuelle. Pour chacun des termes importants, il est donc intéressant de venir alimenter l'analyse avec des citations, des références institutionnelles, scientifiques, etc. Mais j'insiste, cela vient après la déclinaison avec ses propres mots. Une définition ne te permettra pas de cerner toute la complexité d'un terme, mais par contre ta réflexion, oui. Et ensuite, la troisième étape, ça va être les enjeux. Pour chaque terme, ou presque, il va falloir expliciter sous forme d'enjeux ces différentes questions. Pourquoi ce terme est intéressant actuellement au regard du contexte? En quoi pose-t-il problème au regard des sujets ou des autres termes de l'autre bloc? En écrit 2, ces enjeux gravitent autour de la question des apprentissages des élèves, de leur réussite tout au long de leur scolarité, de leur vie future, etc. En gros, ces enjeux-là, ils vont essayer de prouver comment les élèves apprennent, quelles vont être les conditions d'apprentissage des élèves. Et dans chaque argument, dans la problématique, etc., il faudra prouver cela. La troisième étape, comme on l'écrit un, ça va être l'argumentation. Donc mettre en place l'argumentation grâce à un petit tableau que je vous ai fait, je vous mets en capture d'écran. Donc comme on a écrit un, nous avons essayé de construire une méthodologie qui pouvait être systématique, voire un poil mathématique. Cette méthodologie était de même élaborée autour d'un tableau permettant de faire un lien constant entre les différents éléments du sujet. Nous pouvons utiliser deux tableaux. Le premier est plus facile que le deuxième à réaliser car il est moins complexe et demande moins de temps pour le construire. Je vous montre ce premier tableau et ensuite je vous l'explique en même temps. Dans un premier temps, nous avons décliné nos termes, nos blocs, en essayant de leur donner le plus de déclinaisons possible. Cette déclinaison, on va la retrouver dans les lignes et dans les colonnes. Dans les colonnes se trouvent les différentes déclinaisons d'un des blocs. Par exemple, si je prends le sujet suivant, dans quelle mesure l'évaluation favorise-t-elle les apprentissages? Nous aurions sûrement décliné le mot apprentissage sous la forme apprentissage moteur, méthodologique et sociaux. Cela tombe bien, nous avons trois colonnes. Attention, pour complexifier toute notre analyse et notre plan, il faudrait garder une petite partie, une petite place au retournement du sujet, comme vu dans une autre vidéo qu'on fera peut-être plus tard. Dans ce sujet-là, par exemple, il s'agirait de retourner le sujet en disant que l'évaluation serait plus qu'un moyen, mais bien un objet d'apprentissage en soi. Donc par exemple, apprendre à évaluer, à s'auto-évaluer, etc. Selon moi, il faut garder euh, ce retournement pour la dernière colonne, la dernière partie, parce qu'il faut répondre au vrai sens de la question avant tout. Alors il va maintenant se poser la question de, du coup, est-ce qu'il faut 4 colonnes? Ben, peut-être pas. 4 solutions s'offrent à nous. La première solution, c'est de faire peut-être 4 parties. Voilà. 3 parties où on va répondre au vrai sens du sujet et une quatrième où on va retourner le sujet. Deuxième solution, c'est de mettre les apprentissages moteurs dans la première colonne, les apprentissages méthodologiques et sociaux regroupés dans la seconde, et retourner le sujet dans une troisième colonne, a priori. Troisième solution, ça va être mettre le moteur dans la première colonne, choisir entre le méthodologique et le social en fonction de ce qui est le plus important au regard du contexte de la classe et de l'établissement, et garder toujours la dernière colonne pour le retournement. Et ensuite, quatrième moyenne de faire, c'est celle qui me semble la plus intéressante, c'est utiliser la dernière colonne, la troisième, pour dire que l'effort va être un objet d'apprentissage méthodologique, ce qui permet de retourner le sujet tout en utilisant une déclinaison de l'autre terme, et ici les apprentissages méthodologiques. En effet, apprendre à gérer son effort par l'élaboration d'un projet lucide relève d'un apprentissage méthodologique. Ensuite, on va parler des lignes. Ça, c'était pour les colonnes, du coup. Pour les lignes, ça va être un petit peu plus simple, quoique. Dans chaque partie, donc dans chaque colonne, il est bien de mettre au moins deux arguments. Donc après, on pourrait se demander si 3 fois 3 arguments, ça peut être intéressant, mais en termes de temps, c'est assez compliqué. Ces deux arguments, langue pour chaque partie, vont venir tous deux répondre à la question de manière spécifique, en fonction de la déclinaison du bloc, en fonction de la colonne si vous avez suivi. Il serait super que ces deux arguments, en plus de répondre au sujet, soient complémentaires.
C'est-à-dire qu'après avoir nuancé ton premier argument, le deuxième viendrait dépasser cette limite en apportant une nuance et un nouveau moyen de répondre au sujet dans cette partie-là. Maintenant, on va parler de chaque case. À l'intérieur des cases, nous mettons l'idée générale des arguments et les quelques références que nous avons dans cet argument. La forme de l'argument prend la forme du quoi, pourquoi, mais, comme on l'a vu tout à l'heure. Par conséquent, on émet premièrement l'idée de l'argument, la réponse au sujet, le quoi, en quelques mots. Puis vient le pourquoi, qui vient justifier l'ancrage scientifique, institutionnel, contextuel de cette idée. Pourquoi cet argument marche et est pertinent au regard de nos différentes références et du contexte. Ensuite, nous pouvons mettre l'illustration, qui rentre un peu dans le quoi, dans l'idée de l'argument. On peut choisir de mettre cette illustration à différents endroits de l'argument, avant ou après les références, selon comment on se sent le mieux. Puis pour finir, on peut ajouter le mais, la nuance, en quelques mots qui va venir nuancer notre argument. Ensuite, on avait trouvé un deuxième moyen de faire pour ce tableau, pour l'agrégation, mais qui est en partie transposable au CAPEPS. Si vous avez envie ou besoin de cette deuxième partie, vous pouvez nous le dire en commentaire, on vous fera peut-être une vidéo concernant ce deuxième tableau. Ensuite, quatrième étape, ça va être la problématique. La forme de la problématique répond toujours et encore à la forme suivante, quoi, pourquoi, mais. Ça prend donc cette forme. En premier, le quoi. Là, on répond donc à la question et on expose rapidement ce qu'on va dire. Nous allons donc voir dans ce devoir que le bloc 1 pourra être considéré comme un moyen d'atteindre le bloc 2, mais aussi comme une fin en soi, favorisée par le bloc 2. Ensuite, on va parler du pourquoi. On va expliquer un petit peu cette relation. En effet, nous verrons que le bloc 1, en permettant aux élèves de et là on va parler des conditions de l'apprentissage, favorisera le bloc 2. Ces conditions de l'apprentissage sont super importantes dans l'écrit 2. En effet, si on ne fait pas apprendre les élèves, ça ne passera pas. Remarquerez ici que je développe que la relation où le bloc 1 est considéré comme un moyen d'atteindre le bloc 2, et pas comme une fin en soi. Ensuite, quand on va parler du mais, de la nuance, on va apporter la deuxième partie de la réponse, à savoir la déclinaison du bloc en tant que fin en soi, en tant qu'objet d'enseignement. Ainsi, cependant, il s'agira de concevoir le bloc 1 comme une fin en soi, dans la mesure où... Et là, on expose notre idée qu'on développe un petit peu. Je vais donner un petit exemple d'une problématique. Dans ce devoir, il s'agira de concevoir l'effort comme un moyen et il y a un rôle moteur dans le développement des compétences des élèves de cet établissement, mais également comme un apprentissage en soi. En effet, nous verrons que l'effort, en favorisant l'action, la répétition et la persévérance, est une condition permettant de développer les compétences. Cependant, l'effort sera également perçu comme un objet d'apprentissage dans la mesure où il s'agira de développer chez les élèves une compétence de gestion de son effort. Cinquième étape, le rangement de son brouillon. Quand tu as toutes les étapes précédentes de fait, la problématique rédigée, etc., il va falloir organiser le brouillon avant de rédiger son introduction au propre. C'est exactement pareil qu'en écrit 1. Ta copie va ressembler à un brouillon, à quelque chose de pas fini, si tu ne fais pas ça. Donc avant de rédiger, on organise. On va ressortir sa trousse pleine de surligneurs, on va prendre son plus beau surligneur, jusqu'à là pas trop de complexité. Mais ensuite, quand on a son brouillon devant les yeux, on va prendre la partie analyse des termes, qui fait souvent pour ma part 2 pages recto, comme je l'ai dit tout à l'heure. On prend toutes les déclinaisons et on vient numéroter dans l'ordre dans lequel on voudrait mettre euh, les termes dans son introduction au propre. Donc voilà, exactement comme tout à l'heure. Ça permettra ensuite au correcteur d'être bien tenu par la main tout au long du fil de votre analyse. Maintenant, je vais vous parler de l'organisation de la copie. Je vous mets une petite capture d'écran en même temps que je le commente très rapidement, donc vous pouvez mettre sur pause pour avoir un petit peu plus de temps pour le regarder. Pour l'introduction, on va pas faire de saut de ligne, mais un alinéa à chaque partie de l'introduction, entre l'accroche et l'analyse, les termes, etc. Pour l'accroche, il faut accrocher son auditoire en venant soulever rapidement le problème posé par le sujet, plus montrer qu'on est dans le sujet en mettant une petite phrase dans la fin de citation, en disant qu'il s'agira donc de ce devoir de se demander, plus répéter le sujet. Ensuite, on fait son alinéa et on va analyser chaque terme.
Pour l'analyse des termes, on reprend la même structure que pour l'écrit 1. On va analyser chaque bloc en mettant chaque déclinaison, en parlant également des enjeux, donc de parler des conditions d'apprentissage. Donc voilà, et après ça dépendra également de comment vous avez agencé votre brouillon dans l'ordre des termes. Donc tout ça dépendra de votre agencement. Dans tous les cas, il est très important de faire référence à la citation et au contexte d'établissement qui est donné en annexe tout le temps dès que vous pouvez le faire dans l'analyse des termes. À la fin de l'analyse des termes, ce qu'on conseille souvent, c'est d'écrire noir sur blanc qu'est-ce que le sujet nous demande de dire. Donc, par exemple, il s'agira de voir si, plus faire le lien entre les deux blocs, donc répéter un petit peu le sujet, avec la richesse d'analyse qu'on vient de proposer aussi, qui vient enrichir cette phrase du sujet. Après avoir fait cette petite phrase, il s'agira d'analyser la relation du motif articulateur du verbe. Donc il s'agira de voir comment le bloc 1, le bloc 2, et ensuite on va analyser le verbe qui est au milieu. On va questionner la relation entre les différents termes du sujet. Si deux blocs sont reliés par un ou plusieurs mots qui les articulent, par exemple favoriser, permettre, impacter, il s'agira d'analyser ces mots-là. Pour l'analyser, il s'agira de le définir avec nos propres mots pour ensuite se questionner sur la nature et l'intensité de ce verbe, de cette relation. Si on me demande la question de l'impact de l'effort sur les apprentissages, il s'agira de définir ce qu'est un impact, donc c'est influencer, donner une forme, laisser une trace, puis de montrer en quoi cet impact va prendre différentes formes et intensités. L'impact pourrait être positif, négatif, donc plus ou moins influencer les apprentissages selon les conditions favorables ou défavorables que l'effort va installer. Quand on a fini de faire ça, on parlera des questionnements. Questionnements qui vont venir des fois peut-être au cours de l'analyse, mais qui, si vous n'y arrivez pas à faire comme ça, peuvent venir en fin d'analyse juste avant la problématique. Il met ici donc des exemples de questions qui peuvent être un petit peu bateaux, mais qui peuvent soulever aussi des idées quand vous n'avez pas trop d'idées. Ensuite, on sautera une ligne pour proposer la problématique. Donc la problématique qui se fait sous cette forme, la tendance, le quoi, les enjeux, le pourquoi, mais aussi le mais, la nuance. Donc comme on l'a fait juste avant dans le brouillon. Ensuite, on sautera beaucoup de lignes. Moi, je sautais une quinzaine de lignes. Et dans chaque partie, on viendra annoncer la partie, donc répondre à la partie, en reprenant les termes du sujet exactement, en montrant donc la tendance, le pourquoi, et on gardera le mais pour la conclusion de partie tout à l'heure, parce que sinon on va nuancer la partie avant même d'avoir justifié et analysé tout ça. Donc on gardera la nuance de la partie pour la conclusion de partie. Ensuite, après l'annonce de partie, on sautera 3 lignes, on fera un petit alinéa, et on commencera notre démonstration avec le premier argument. On annoncera notre premier argument avec le quoi, le pourquoi. Ensuite, on proposera notre argument à travers le quoi, l'illustration, les références, etc. On viendra verrouiller l'argument avec une petite conclusion d'argument en revenant au sujet, à la citation, en contexte, et en nuançant notre argument. On passe à l'argument 2 en sautant une ligne. Exactement pareil pour l'argument 2, on conclut notre argument 2, et ensuite on va venir sauter 3 lignes et faire notre conclusion de partie, plus la nuance qu'on avait gardée pour la conclusion de partie. On sautera ensuite 15 lignes pour commencer notre deuxième partie, qui se composera de la même forme. Pour la conclusion du devoir, il s'agira, comme en écrit 1, de reprendre la question du sujet. Nous nous étions demandé comment ou si, voilà le sujet. Ensuite, on reprend notre problématique. Si on a le temps, on peut reprendre la conclusion des 3 parties. Et ensuite, on vient ouvrir le sujet. Exactement comme pour l'écrit 1, cette trame correspond à notre trame qu'on avait pour le CAPEPS. Donc il va falloir l'essayer, la modifier bien évidemment. Si elle n'est pas modifiée, c'est que pas, euh, c'est pas un bon gage de réussite pour vous. Il va falloir la modifier, la tester, la remodifier, etc. Pour le bilan timing, c'est un petit peu pareil que pour l'écrit 1, 1h30 de brouillon, 1 heure pour rédiger l'introduction. Pour l'argumentation, nous on mettait 40 minutes par partie, donc 15-20 minutes par argument. Attention, les illustrations c'est très long à rédiger, donc prenez le temps de ça. Et ensuite 30 minutes pour la conclusion, la relecture.
Si vous voulez des exemples de copies, de voir comment c'est rédigé concrètement, nous avons mis en ligne sur le site cap-eps.com nos copies du CAPEPS, des plus ou moins bonnes, mais souvent c'est des bandeaux 4. Donc voilà, pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne concrètement. Pour parler des fiches, on reprendra un petit peu la même forme que l'écrit 1. Les fiches arguments doivent, selon moi, reprendre la forme d'un argument, la logique de l'argument. Comme nous l'avons vu juste avant, les arguments se composent de plusieurs éléments que l'on peut regrouper selon le trio magique quoi, pourquoi, mais. Le quoi sera composé d'une idée défendue dans l'argument. Nous en profiterons également pour répondre à la question. Ça paraît logique, mais c'est pas forcément systématique, surtout en début d'année. C'est-à-dire pour dire en quoi la relation entre les différents blocs et les idées du sujet est possible par votre argument. Par exemple, en quoi les apprentissages vont être favorisés par l'évaluation, notamment par l'utilisation des TIS, qui permet d'avoir un retour individualisé en direct sur la performance de l'élève. Donc il faut bien montrer comment et pourquoi cet argument permet d'apprendre. Le quoi contient aussi l'illustration qui vous permettra d'illustrer notre argument au regard du contexte. En répondant à la question, qu'est-ce que ce que je propose ici et comment ça s'opérationnalise concrètement avec les élèves dans cet établissement-là. On peut placer l'illustration un peu où on veut, selon comme vous préférez. Après l'idée, après le quoi, ou bien après les justifications, après le pourquoi. Le pourquoi sera composé des différentes justifications et preuves qui permettent de soutenir l'idée défendue dans le quoi. Cela correspond donc aux références scientifiques et institutionnelles qui permettent de prouver que cet argument marche et entre dans le moule de l'institution. Attention dans la copie, lorsqu'on marquera notre argument, il devra évidemment changer et notamment prendre la coloration de notre contexte, de la classe de l'établissement, en bref, de notre annexe contexte lié au sujet. Ce qui est selon moi important de faire dans ce pourquoi, c'est d'apporter la preuve que l'argument en question permet de réunir une ou plusieurs conditions de l'apprentissage des élèves. En écrit 2, il faut que les élèves apprennent. Le mais sera composé d'une nuance, référencée si possible ou non, qui permettent de venir dire que oui, mon argument il est super, mais il est possible que cette condition est présente. Attention, il faut faire gaffe à ne pas dire que non, en fait, l'argument ne fonctionne pas. Il faut dire qu'il y a une condition pour que cet argument fonctionne. Par exemple, les TIS sont un bon moyen d'apprendre en évaluant les élèves, mais seulement à condition que l'opération de la vidéo soit critériée. Je vous mets en capture ici un exemple de fiche argument qui permet de voir en quoi réguler les élèves grâce au TIS permet de construire un schéma corporel. Et à la place de schéma corporel, on aurait pu très bien mettre le mot apprendre. Maintenant, comment utiliser tout ça? Étant donné que l'apprentissage c'est entre autres de la répétition, et oui, on a écrit deux, il va falloir écrire, écrire, puis réécrire, et ainsi de suite. En effet, on ne va pas finir d'écrire ces fiches arguments en fermant son ordinateur et en se disant parfait, c'est bon, je peux faire tous les sujets maintenant. Loin de là. On a d'une part la méthodologie où on a vu comment lier les différents thèmes et blocs entre eux, et d'autre part le contexte, mais d'une autre part aussi les références aux fiches arguments. En 1, il faudra faire le lien entre la méthodologie et le sujet. Comme je l'ai répété 1000 fois, il est important, voire vital et primordial, d'adapter légèrement la méthodologie au sujet en question. Pour cela, toujours pareil, il faut écrire, encore écrire et réécrire. En effet, j'ai pour vocation ici de cadrer cette méthodologie, de lui donner une certaine régularité pour se rassurer lorsqu'on arrivera devant le sujet et surtout pour ne rien oublier. Par contre, il faut la tester et la modifier pour, d'une part, approprier cette méthodologie et d'autre part, la rendre adaptée aux différents sujets quelle que soit leur forme. Deuxième étape, c'est faire le lien entre le sujet et le contexte et les fiches. Les arguments ne seront à aucun moment de ta copie recopiés tels qu'ils sont dans les fiches. Si c'est le cas, c'est que ces derniers ne sont pas adaptés au contexte local. Or, si l'écrit 2 existe, c'est pour faire apprendre et transformer les élèves de l'établissement du sujet. Ce sont ces élèves-là qu'il faut prendre en compte. Et il faut les transformer avec nos arguments, donc cela nécessite de les adapter au contexte local, au moins dans la forme. En effet, pour adapter la forme au contexte, on peut utiliser les astuces comme le fait de mettre le nom de quelques élèves, le nom de l'établissement, évoquer un problème récurrent des élèves annoncé par le projet EPS par exemple, etc. Dans la forme, il faut voir l'établissement. De plus, les arguments répondent souvent qu'à un seul item. Il faut donc s'entraîner à ce que ces arguments fassent le lien entre plusieurs actes du programme. Pour cela, comme pour en écrit 1, on peut s'aider du tableau croisé avec plusieurs items pour apprendre à adapter les propres arguments afin de les rendre adaptés à plusieurs sujets.
Enfin, il est intéressant d'apprendre à lier les arguments entre eux, à utiliser les arguments dans différents contextes, à les intégrer au sein de plans. Et voilà, tout ça, ça sera l'objet d'un gros travail de votre part.